changement, on a quelque chose, une interrogation sur est-ce que je suis bel et bien dans mon métier, est-ce que j'ai encore des années à poursuivre, est-ce que c'est bel et bien dans cette branche-là? Donc, ça peut être le cas pour le bilan de compétences. Il y a aussi des personnes qui ne savent pas comment engager des démarches dans sa vie professionnelle, dans ses transitions professionnelles. Donc, le bilan de compétences peut être l'outil. Ça peut être aussi par manque de confiance en soi, en ses acquis. Voilà, ça peut être tout un tas de questions, j'ai envie de dire, à partir du moment où on commence à avoir des interrogations sur sa vie professionnelle et notamment sur le sens que l'on donne à sa vie professionnelle. Le bilan de compétences, c'est vraiment un outil qui va pouvoir vous aider et qui va pouvoir être là en appui pour pouvoir un peu déjà alors répondre aux questions, certes, mais peut-être vous faire prendre une direction et être l'outil sur lequel on peut compter en cas d'interrogation. Alors, sur les transitions professionnelles, c'est un terme qu'on peut entendre alors assez récemment, mais le terme de transition professionnelle, c'est un changement de position, un changement de position professionnelle qui est choisi ou qui est subi. Alors choisi parce que voilà, on a envie d'une reconversion, on a envie de changer de métier, on a envie d'autre chose, ou alors subi, par exemple, en cas de licenciement économique, en cas de fin de CDD ou parfois aussi en cas de problèmes de santé, on ne peut plus exercer son métier. Donc voilà, c'est vraiment tout changement de position professionnelle, qu'il soit choisi ou subi, d'une durée temporaire, alors là, plus ou moins longue aussi, suivant le cas et la situation. Donc, la transition professionnelle, ça peut être défini comme un enchevêtrement complexe de formation d'emploi, de chômage, de mobilité vécu par les individus. Donc, j'ai envie de dire, ça peut être un petit peu de tout, ces transitions professionnelles, sachant que la transition, dans cette notion de transition, on a vraiment le passage d'une situation à une autre. C'est un petit peu ça, qui est graduel et qui est progressive, mais en tout cas, c'est vraiment un état de changement. Donc, ces transitions professionnelles, elles vont jalonner un peu toute la carrière. Avant, où on pouvait avoir des carrières assez linéaires, où il n'y avait pas trop d'interrogations. Aujourd'hui, le contexte fait que, voilà, on peut être amené à changer de plusieurs fois d'entreprise, même de métier, et ça se voit de plus en plus. Donc, voilà, à reprendre une formation, à vouloir approfondir des compétences ou autres. Du coup, on va retrouver un petit peu ces transitions tout au long de la vie professionnelle. Mais c'est vraiment ce changement, quoi, la transition. On peut se dire que la transition, c'est vraiment ce changement qu'on peut sentir de position professionnelle. Alors, c'est vrai que le pourcentage de personnes qui sont actuellement concernées par ces transitions professionnelles s'élève tout de même à 47% des actifs. Alors, elles sont pour différentes raisons, mais quand même, quand on voit les chiffres qu'on vous présente ici, pour 86% des personnes, c'est déjà la volonté de faire un métier plus proche de ses valeurs. Comme quoi, finalement, il y a vraiment une quête de sens aujourd'hui dans la carrière que l'on a, dans notre vie professionnelle. Il y a vraiment une quête de sens. Et déjà, de faire un métier proche de ses valeurs, ça interroge en termes de sens. Alors, quelle valeur on donne à son travail, quelle valeur j'ai envie de prôner dans mon travail. Donc voilà, il y a cet ordre, il y a cette idée de, tiens, rétrospectivement parlant, je fais un bilan, quelles sont mes valeurs aujourd'hui et qu'est-ce que je vais donner à la suite de ma carrière en termes de valeurs. On voit aussi qu'une des raisons, qui est quand même tout de même la deuxième raison, à 57%, c'est le souhait d'améliorer son employabilité. Alors, souhaiter améliorer son employabilité, ça, c'est vraiment la capacité à évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail. C'est la façon de réaliser la manière durable d'être employable dans l'emploi et voir un petit peu quel potentiel on peut avoir. Et le souhait d'améliorer son employabilité aussi peut se traduire par le souhait d'acquérir de nouvelles compétences, d'approfondir ses compétences. Et puis aussi le souhait d'améliorer, par exemple, ce qui a attrait au travail, par exemple, comme sa rémunération. Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, on voit bien que la majorité des personnes, quand même à 62%, sont accompagnées. Donc, sont accompagnées par divers dispositifs, divers systèmes d'accompagnement, mais notamment par le bilan de compétences. D'ailleurs, les 3/4 de ces personnes qui ont démarré cet accompagnement sont satisfaites, puisqu'on va voir que l'ensemble des dispositifs qui sont proposés et dont le bilan de compétences sont vraiment des outils au service des salariés ou des demandeurs d'emploi pour pouvoir opérer cette reconversion professionnelle. Alors,
Les étapes pour aborder sa transition professionnelle, il y a diverses étapes. Mais déjà, je pense, enfin, déjà, ça commence par peut-être par un questionnement. La majorité, enfin, la clé pour pouvoir aborder sa transition, c'est vraiment d'être le pilote de ce changement. En y voyant là un frein, une opportunité, pardon, et pas un frein. Le but, c'est vraiment de se dire, déjà, si j'ai des freins et des éléments qui viennent me dire non, c'est pas fait pour toi, déjà essayer de les mettre de côté puisque on va ouvrir le champ des possibles dans une transition professionnelle. Et se dire, finalement, cette phrase est assez intéressante, c'est tout est possible, on verra bien après. Donc, déjà, c'est changer son état d'esprit par rapport à ces freins qu'il pourrait y avoir, sortir un petit peu de ses croyances, de ses peurs. Alors, ces croyances et ces peurs, elles sont nourries tout au long de sa carrière professionnelle. Ça peut être aussi de son éducation, de tout un tas de choses qui vont faire qu'on a des croyances et des peurs qui vont peut-être nous empêcher d'agir. Et en fait, la première des choses, c'est savoir identifier ses croyances et ses peurs, les mettre de côté et se dire que, voilà, je vais sortir de ce cercle finalement et je vais m'attacher à l'essentiel. Aujourd'hui, quelles sont mes envies, quelles sont mes interrogations? Pour vraiment changer cet état d'esprit et programmer donc de nouvelles pensées plus positives en disant, voilà, tout est possible. Aujourd'hui, ben oui, je suis dans une transition. Je m'interroge. Il y a des choses qui sont peut-être pas palpables, mais voilà, on a un état d'esprit, un état d'humeur par rapport à sa voie professionnelle qui nous pose question. Et puis, oser teinter d'optimisme finalement cette démarche, parce que finalement, vous verrez que quand vous allez aborder les choses avec un conseiller en évolution professionnelle, avec un consultant en bilan de compétences, on peut vraiment ouvrir le champ des possibles. Donc, déjà, ça commence par là, se dire, oui, c'est possible pour moi. Et puis, enfin, quand on est amené à s'interroger, on peut être en plein doute dans ces périodes de transition professionnelle. Le but, c'est aussi de retrouver un peu de confiance en soi parce qu'on peut avoir une confiance qui s'affaiblit au fur et à mesure, notamment aussi une estime de soi qui peut être, qui s'est un peu dégradée ou qui a besoin de nouveau de reprendre un peu, qui a besoin d'être boostée. Donc, vraiment, c'est en passant à l'action finalement qu'on va pouvoir gagner un peu en confiance. Donc déjà, le passage à l'action, c'est ne pas hésiter à aller prendre des renseignements, à se renseigner et puis à se faire accompagner par un professionnel. Vous le savez vous-même, en tant que salarié, quand vous avez des années d'expérience dans un domaine, vous avez un certain nombre de connaissances que vous êtes à même de transmettre à un nouvel arrivant ou à une personne. Eh bien, nous aussi, c'est notre métier. En tant qu'accompagnateur, on a tout un ensemble de connaissances, tout un ensemble d'outils qui sont là à votre disposition pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à contacter un conseiller en évolution professionnelle ou faites tout simplement un bilan de compétences grâce à votre CPF, on le verra en deuxième partie. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que la première des choses pour passer à l'action, c'est contacter un professionnel qui sera à même de vous guider et de vous diriger vers ce qui a le mieux pour pouvoir vous accompagner, notamment pour votre projet professionnel. C'est un projet professionnel, mais j'ai presque envie de dire projet professionnel aussi, projet de vie. Donc, pour venir à notre sujet du bilan de compétences, c'est vraiment ce qu'on peut appeler quand même le premier outil finalement de la transition professionnelle. C'est vraiment un outil d'aide à la décision, vraiment un outil en termes de choix. C'est un réel accompagnement avec un consultant qui est là et qui va mettre, comme je vous le disais précédemment, ses compétences, son niveau d'expertise, ses outils, ses connaissances au service de ce bilan. C'est vraiment une relation privilégiée où vous allez finalement co-construire un projet avec le consultant. C'est vous qui restez bien entendu acteur de cette démarche, mais c'est vraiment un outil qui va aller dans le sens de votre projet professionnel. Donc, vous allez pouvoir le décliner sur plusieurs rendez-vous avec un travail qui est quand même assez important pendant les séances, mais également entre les séances. Et vous allez vraiment avoir une relation privilégiée avec ce consultant qui va vous mener finalement un petit peu jusqu'à la fin pour décliner un plan d'action par rapport à ce que vous aurez travaillé pendant l'ensemble des heures dédiées au bilan. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, le bilan de compétences, déjà, va vous permettre d'identifier vos points d'appui. Nous avons tous des points d'appui, donc voilà, on va pouvoir les mettre en valeur. Donc, vos points d'appui, ce sont vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie en général? Quelles sont les tâches qui vous motivent? Les environnements de travail? Quels sont aussi vos intérêts? Voilà.
quelles sont les compétences que vous avez pu acquérir jusqu'ici. Nous ne sommes pas des pages blanches, hein, comme je dis souvent. Bien souvent, il est compliqué tout seul de se dire je prends une feuille et j'écris mes compétences. C'est là tout l'intérêt du bilan de compétences. C'est vraiment d'avoir une personne avec vous qui va vous aider à faire ce travail d'acheminement et qui va être capable avec vous d'extraire les compétences que vous avez pu acquérir jusqu'ici. On a souvent la tête dans le guidon quand on vous demande bah, qu'est-ce que vous savez faire je ne sais pas, je fais mon travail, quoi. En gros, c'est souvent ça qu'on entend. On dit, mais oui, mais vous avez une richesse et ce sont ces compétences. Donc, vraiment, ça va être ce travail autour des compétences. Mais j'ai envie de dire que le bilan de compétences, le mot bilan de compétences est un peu restrictif finalement, parce que c'est presque un bilan professionnel de manière générale. On ne va pas s'attarder que sur les compétences. Parce que le but aussi est de repérer, par exemple, vos priorités. Aujourd'hui, rétrospectivement, quand on fait le bilan de sa carrière, on a vécu un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, on vous interroge vraiment sur ce dont vous avez envie et quelles sont vos priorités. Ce qui était mes priorités hier ne le sont peut-être plus aujourd'hui, et inversement. Donc vraiment, ça c'est important de délimiter aussi son projet par rapport à des priorités. Le bilan de compétences va aussi vous permettre de mieux connaître certains métiers, même de faire connaissance de certains métiers auxquels on n'aurait jamais pensé avant, ou peut-être des métiers dont on a entendu parler, mais on ne sait pas concrètement ce à quoi ils correspondent, mais également de connaître un petit peu aussi le marché du travail, et notamment le marché du travail local, ou du moins dans un souhait de mobilité, le marché du travail où je serai amenée à pouvoir faire ma mobilité. C'est important de se dire que je définis mon projet aussi par rapport à un territoire, par rapport peut-être à des métiers en tension, par rapport à un environnement très particulier. Le but est d'échanger avec un professionnel et d'avoir ce regard externe finalement. Seul, on peut faire certaines démarches, mais avoir un regard extérieur avec le consultant, ça va vous permettre aussi d'objectiver toute cette démarche de bilan et de pouvoir aussi synthétiser toute la masse d'informations qui va arriver, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont échangées. Il y a vos informations que vous allez échanger avec le consultant et celles que le consultant va vous apporter. Donc, c'est aussi bien d'avoir cet œil un petit peu extérieur. Le but est bien sûr de bâtir un plan d'action, c'est-à-dire qu'à la fin du bilan, on vous remet un document qui est le document de synthèse où on va un petit peu collecter tous ces éléments qui auront été vus et abordés pendant le bilan de compétences. Et vous allez avoir un ou des plans d'action qui vont être déclinés. Ça va être un petit peu le guide pour la suite. C'est-à-dire qu'à la fin du bilan, avec ce plan d'action, si vous devez mettre en place quelque chose, il y aura les étapes. Donc voilà, vous allez pouvoir ça mettre en œuvre en suivant un petit peu des étapes logiques que vous aurez définies aussi en amont avec le consultant. Et puis, bien évidemment, ce bilan va vous aider à prendre des décisions qui vont être réfléchies, objectivées. On va être aussi là pour vous interroger, pour faire le miroir aussi parfois, mais aussi pour vous interroger, parce que parfois, on a des personnes pendant un bilan qui partent vraiment absolument sur quelque chose et qui, même d'entrée, pendant le bilan, vont partir sur une voie ou sur quelque chose. Et le fait d'avoir échangé avec le consultant, ben, vont se poser des questions et vont se dire, ah bah oui, peut-être que là, j'étais partie un petit peu vite, mais finalement, en y réfléchissant et en ayant des points objectivés, ça peut aussi vous donner, faire prendre d'autres décisions. Mais voilà un petit peu. Alors là, on est vraiment sur des éléments assez généraux. On ne peut pas tout aborder, mais bien sûr, on va aussi travailler avec vous les éléments de personnalité qui sont importants aussi. Hein, vous avez une personnalité, donc c'est important de pouvoir mettre ces éléments de personnalité dans le bilan. Ça va pouvoir être porteur de pistes ou non. Donc vraiment, voilà, c'est un petit peu les différents points qu'on voit dans ce slide sont vraiment les points généraux qu'on va aborder pendant ce bilan. Alors finalement, comment ça se passe si vous voulez faire un bilan de compétences? Si toutefois vous êtes prêt pour la démarche, vous allez dans un premier temps pouvoir réaliser un entretien préalable qui est non facturable, que vous pouvez réaliser avec n'importe quel établissement, 1, 2, 3 établissements selon votre choix. Pourquoi? Parce que c'est intéressant aussi pour vous d'aller faire connaissance avec l'établissement. Ce premier entretien, on va vous donner des éléments, des informations, vous allez pouvoir poser vos questions, mais vous allez aussi faire connaissance avec le consultant, ça c'est important, hein. Le feeling est très important, hein, parce que c'est quand même une personne qui va être avec vous pendant 24 heures, et puis aussi avoir la philosophie de l'accompagnement, quelle est la méthodologie, quels sont les outils un petit peu abordés, comment l'organisme va aborder le bilan de compétences.
Et donc, ce bilan de compétences, si toutefois vous décidez de tenter l'aventure, elle se décline toujours en 3 phases avec une durée donc 24 heures maximum. Donc, on a une première phase préliminaire. Donc là, on va un petit peu confirmer l'engagement, votre engagement dans la démarche. Et donc, dans cette étape préliminaire, on va déterminer vos objectifs, mais également vos attentes, vos besoins, et puis bâtir ensemble un programme de bilan de compétences. Parce que j'ai envie de dire, le consultant va vous apporter sa boîte à outils. Donc, on a une boîte à outils qui est quand même assez bien remplie. Donc, on va essayer de voir avec vous quelles vont être les étapes du bilan. Et peut-être qu'avec certaines personnes, on va axer sur une partie, avec d'autres plutôt sur le marché du travail, peut-être avec d'autres sur des éléments, les intérêts, les valeurs ou autres. Bref, en tout cas, on va vraiment essayer de co-construire un programme pendant cette phase préliminaire, qui est assez rapide, puisque le gros du gros, ça va être la phase d'investigation. C'est vraiment la phase la plus importante, enfin, on va dire la plus chronophage du bilan de compétences. Là, ce sont vraiment les séances de travail à proprement dites. Donc, on va vraiment avoir un réel échange entre des échanges alors en face à face, mais également des travaux à réaliser en autonomie ou avec le consultant, des tests, beaucoup de questionnaires aussi à remplir. Et là, on va vraiment, ça va être la base de notre travail et la base de l'échange. Donc ça, cette phase est assez importante. On peut être aussi amené, le cas échéant, si des pistes se dégagent assez vite, vous demander de faire une enquête métier, de rencontrer un professionnel, de faire une immersion, de rencontrer des formateurs ou autre. Enfin, ça peut être vraiment tout un tas de choses pour pouvoir un petit peu affiner le projet. Je compare toujours ces 3 phases à un entonnoir, c'est-à-dire qu'on va vraiment partir un petit peu des éléments généraux pour petit à petit affiner la démarche pour arriver à la fin à un plan d'action. Et ensuite, on a cette dernière phase de conclusion. Là, vous allez prendre connaissance des résultats détaillés du bilan. Bon, vous aurez, vous savez ce que va donner un petit peu votre bilan quand vous arrivez sur le dernier rendez-vous, mais finalement, on va vous remettre une synthèse qui est pas l'autobiographie, mais qui est la biographie, si on peut dire ainsi, du bilan de compétences. C'est un document assez fourni où on reprend un petit peu les raisons de votre bilan et le plan d'action décliné. On peut y mettre d'autres éléments si vous avez envie qu'on y consigne les résultats de vos tests, des exercices réalisés, je ne sais pas moi, vos immersions professionnelles. Bref, en tout cas, c'est vraiment un document qui va vous servir ensuite, non seulement qui va reprendre les éléments du bilan, mais qui va aussi être un guide pour la suite, puisque là, on aura du coup décliné le plan d'action dans ce document de synthèse, donc qui est remis lors du dernier rendez-vous en général. Ensuite, on a la possibilité, à 6 mois après le bilan, de vous proposer un nouvel entretien pour savoir un petit peu où vous en êtes dans votre bilan, si vous avez besoin de nouveaux conseils, si vous avez besoin de vous confronter ou simplement donner des nouvelles. En tout cas, à 6 mois, on vous propose un entretien pour faire un petit peu le point après votre bilan et voir où vous en êtes dans vos démarches. Bien, donc peut-être avant d'aborder la question sur le financement de votre bilan, peut-être avez-vous des questions à Tiffaine? Ça peut être le moment d'en profiter. N'hésitez pas. Non? Si ce n'est pas maintenant, vous pouvez y revenir après, parce que parfois, on se dit « Ah mais oui, j'ai oublié de poser », n'hésitez pas si c'est par la suite. Oui, oui, on pourra prendre le temps, de toute manière plus tard, d'évoquer et de revenir sur ces questions-là. Je te redonne le contrôle? Ben non, c'est bon, j'ai repris la main là. Ah bah d'accord. J'ai pris le partage d'écran. Merci. C'est bon, vous avez bien toujours l'écran du coup? Oui. Oui, oui. Alors, donc combien ça coûte et comment on peut financer ça? Donc déjà, de manière globale, un bilan de compétences, ça va coûter un prix différent selon le prestataire. Quand on regarde un peu autour de nous, on voit des tarifs qui sont généralement compris entre 1 000 et 3 000 euros pour ce bilan. À l'AFPA, ce que l'on propose nous, donc pour un bilan sur la durée normale de 24 heures,
on le propose au tarif de 1 920 euros. Donc, on est dans une fourchette de prix assez moyenne. Après, si vous êtes amené à comparer différents organismes, à comparer les tarifs, bien sûr, mais ne comparez pas que les tarifs. Un tarif très bas peut signifier qu'il y a beaucoup de temps qui est passé en autonomie. J'ai vu passer récemment des choses autour de bilan de compétences qui étaient faits pratiquement sans consultant, qui étaient faits pratiquement que face à un ordinateur avec l'utilisation d'intelligence artificielle, etc. Je pense qu'il faut être un peu prudent avec des choses comme ça, qui peuvent permettre de faire un bilan moins cher, mais où la relation avec le consultant sera absente. Donc ces 1 920 euros, comment je peux les financer? Le premier moyen de financer ça, le plus évident, le plus facile et le plus en autonomie pour vous, ça sera d'utiliser votre compte personnel de formation, donc votre compte CPF. Quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez demandeur d'emploi, indépendant, salarié, vous avez un compte personnel de formation, vous avez un compte CPF, tout actif. Donc en fait, toute personne entre l'âge de 16 ans et le moment où la personne a fait valoir ses droits à la retraite a un compte CPF. Et le principe de ce compte CPF, c'est que pendant les périodes où vous travaillez, donc pendant les périodes où vous êtes salarié, si vous travaillez à plein temps pendant toute une année ou au moins à mi-temps, à la fin de l'année, votre compte est crédité de 500 euros. Donc 500 euros par an pour un emploi à plein temps ou au moins à mi-temps pendant toute l'année. Et c'est plafonné à 5 000 euros. Si on n'a pas de qualification ou dans des cas particuliers, notamment pour les personnes qui souffrent d'un handicap professionnel, la somme de 500 est augmentée, elle monte à 800 et le plafond, du coup, est de 8 000 euros. Le CPF, ça existe en fait depuis 2015, depuis le 1er janvier 2015. Avant, ça s'appelait le DIF, le droit individuel à la formation. Donc, les personnes qui étaient déjà en emploi avant le 1er janvier 2015 ont aussi des droits au DIF qu'elles peuvent rajouter sur leur compte CPF. Et ça, avant le 30 juin. Après, ces droits au DIF, les droits au DIF qui n'auront pas été inscrits sur le compte CPF seront perdus. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure d'avoir travaillé avant janvier 2015, ça vaut le coup de regarder cette question-là de plus près parce que ça peut faire jusqu'à 1 800 euros de droits qu'on risque de perdre au 30 juin et donc presque le prix d'un million. Et puis le CPF, c'est aussi un site internet, le site moncompteformation.gouv.fr et une appli qu'on peut télécharger sur son smartphone, une appli qui s'appelle Mon Compte Formation, sur laquelle on peut consulter ses droits. Donc on peut voir combien on a en euros sur son compte CPF. On peut même aller voir dans le détail, année par année, combien on a acquis en fonction de l'emploi où on était, etc. Mais c'est aussi une sorte de place de marché, hein, comme un gros site internet marchand sur lequel vous pouvez consulter toute l'offre de formation éligible au CPF, donc tous les organismes de formation qui font des formations dans le cadre du CPF affichent leurs offres de formation sur cette appli et vous pouvez
effectuer une demande de formation depuis cette appli ou ce site Internet. Si vous avez suffisamment de fonds sur votre compte CPF pour financer l'intégralité de la formation, vous pouvez, sans rien demander à personne, financer cette formation de cette manière-là. Donc en achetant la formation avec les euros que vous avez sur votre compte CPF. Si vous n'avez pas suffisamment, l'appli permet de demander des aides, soit à Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi, soit à votre employeur si vous êtes salarié, ou vous permet aussi à vous de payer la différence. Et donc le CPF permet de financer des formations dès lors qu'elles préparent à une certification reconnue, donc inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique. Donc ça peut être des formations longues qui conduisent à un diplôme ou à un titre professionnel correspondant à un métier. Ça peut être aussi des formations plus courtes qui permettent d'obtenir une certification particulière, des formations en langue, par exemple, qui permettent de passer le TOEIC ou des choses comme ça, des habilitations électriques, la formation de sauveteur secouriste du travail, par exemple, toutes ces petites formations de quelques jours qui conduisent à une certification sont éligibles et donc peuvent être achetées sur le site Mon compte formation. Ça permet aussi d'acheter un bilan et une formation CLEA, donc qui correspond au socle de compétences de base, de faire une VAE, une validation des acquis de l'expérience, hein, préparer un diplôme professionnel ou un titre professionnel sans forcément passer par une formation, mais en validant les compétences qu'on a acquises à travers des expériences professionnelles. Sous condition, on peut passer le permis de conduire en le finançant par son CPF, à condition, sous condition, c'est à condition que ça s'inscrive dans un projet professionnel, c'est-à-dire que ce permis de conduire vous soit nécessaire pour accéder à un emploi ou pour changer de métier, si vous voulez devenir chauffeur poids lourd ou conducteur de taxi. Mais aussi si vous avez besoin, parce que vous habitez dans un trou paumé, de vous véhiculer en voiture pour aller au boulot tous les jours. On peut se financer aussi des formations à la création ou à la reprise d'entreprise dans le cadre du CPF et bien sûr, on peut financer son bilan de compétences de cette manière-là. Je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. Donc, si j'ai pas 1920 € sur mon compte CPF, je peux financer donc soit avec ma carte bancaire, la différence. Hein, admettons, j'ai 1500 € sur mon compte CPF, il me manque 420 €, je peux mettre ma carte bancaire et dire les 420 €, je les paye moi. Si je suis salarié, je peux demander à mon employeur, alors il n'est pas obligé d'accepter, mais je peux lui demander s'il veut bien faire une dotation sur mon compte CPF, donc ajouter sur mon compte CPF les 420 € qui me manquent pour payer complètement. Et l'appli permet de télécharger une sorte de devis, un document, sur lequel il y a l'objet de la formation, donc là le bilan, le coût total, le montant des droits que je peux mettre et donc la somme manquante. Si je suis demandeur d'emploi depuis le site internet ou l'appli, je peux directement demander une aide financière à Pôle emploi, donc, qui va arriver automatiquement sur la boîte mail de mon conseiller Pôle emploi. Et puis, à venir, les choses vont évoluer petit à petit, mais ça doit arriver rapidement maintenant pour certains. D'autres financeurs vont pouvoir faire comme Pôle emploi ou comme les employeurs, doter vos comptes CPF ou faire un abondement à un projet que vous financez par le CPF. Par exemple, certains conseils régionaux ont déjà commencé à le faire pour des demandeurs d'emploi
ou même dans certains endroits pour des salariés qui veulent se former dans des métiers particuliers. Mais ça peut être aussi les OPCO, ces organismes qui gèrent les fonds de la formation professionnelle pour votre entreprise, l'AGFIP qui va gérer des aides pour les personnes handicapées, etc. Donc, globalement, comment ça se passe? Première étape, j'active mon compte CPF si je ne l'ai pas déjà fait. Donc pour ça, il faut que j'aille sur le site internet moncompteformation.gouv.fr et j'ai seulement besoin de mon numéro de sécurité sociale. Donc je rentre mon numéro de sécurité sociale. L'appli va me demander de créer un code d'accès. Donc voilà, je mets quelque chose de plus compliqué que ma date de naissance ou le nom de mon chien. Je m'invente le code secret qui va bien. Et puis, j'ai besoin de renseigner quelques informations personnelles, mais rien de très important. Mon adresse, mon téléphone, une adresse mail, ce genre d'informations. Une fois que c'est fait, et dès que c'est fait, instantanément, je peux visualiser sur cette appli quel est le montant des droits que j'ai déjà acquis. Donc, ça me permet de voir déjà si le bilan, je vais pouvoir me le payer avec ça uniquement ou si j'ai besoin d'un coup de main ou de mettre un complément avec ma carte bancaire. Donc, sur cette appli, je vais pouvoir rechercher quelles sont les offres, par exemple, de bilan de compétences. Donc, je vais sur l'appli, sur le site moncompteformation.gouv.fr. Il y a un moteur de recherche, donc je tape bilan de compétences dans le moteur de recherche. Je lui dis que je veux le faire plutôt en présentiel ou plutôt à distance. Je pense que pour un bilan de compétences, le 100% à distance, ça peut être un peu compliqué. Donc, si je mets en présentiel, ça me demande à quel endroit plutôt, hein, autour de quel endroit. Et l'appli va vous sortir une liste de résultats qui sont tous les organismes qui proposent des bilans de compétences, en commençant par les plus proches et en s'éloignant géographiquement. Donc, vous verrez, si on fait la recherche, de mémoire, ça vous donne 14 000 résultats, quelque chose comme ça. Donc, ensuite, on peut filtrer les résultats pour trouver quand même plus facilement celui qui nous intéresse. Et si vous filtrez en mettant comme filtre AFPA entreprise, ben vous allez tomber sur nos bilans de compétences, donc animés par Tiffaine ou par ses collègues. À ce moment-là, vous pouvez créer un dossier d'inscription. Donc, vous avez repéré une offre qui vous intéresse, où vous pouvez en repérer plusieurs, faire plusieurs dossiers d'inscription et du coup mettre un peu en concurrence les différents organismes. Ce que Tiffaine expliquait tout à l'heure à travers cet entretien préalable, il peut être intéressant pour vous d'aller rencontrer plusieurs organismes pour voir quelles propositions ils vous font et d'aller rencontrer plusieurs consultants parce que le relationnel avec ce consultant, ça va être important dans le résultat du bilan. Donc, pour créer mon dossier d'inscription, ben, j'ai trouvé dans la liste des résultats de l'étape de recherche le bilan qui, a priori, me va bien, celui de l'AFPA, par exemple. Je clique dessus, ça m'ouvre la fiche descriptive de ce bilan, comme dans n'importe quel site de commerce, comme si vous étiez sur Amazon, vous avez repéré dans la liste des résultats l'objet qui vous intéresse, vous cliquez dessus et vous avez le descriptif de l'objet. Et sur ce descriptif, vous avez un bouton créer mon dossier d'inscription. Donc l'appli à ce moment-là vous demande par sécurité de vous identifier à nouveau avec les services de France Connect, les services qui gèrent
la sécurité de sites comme celui des impôts ou d'Amélie.fr, etc. Ça veut simplement dire qu'il faut rentrer les identifiants que vous utilisez sur un de ces sites-là. Si vous êtes salarié, c'est à ce moment-là que vous pouvez éditer un petit document qui récapitule le coût de la formation, le montant de vos droits, le montant qui reste éventuellement à payer si vos droits sont insuffisants, et que vous pouvez utiliser pour aller discuter avec votre employeur et voir s'il accepterait de participer au financement du complément. Et donc, ce dossier rempli, mais ça prend 2 minutes hein, sur Internet, nous recevons une notification. Voilà, quelqu'un a demandé, dans le cadre de l'appli Mon compte formation, un bilan de compétences. Donc, nous prenons contact avec vous et on va vous proposer cet entretien préalable de manière à ce que vous rencontriez le consultant qui pourrait faire votre bilan, que vous échangiez avec lui, que vous voyez si la proposition d'une manière concrète vous intéresse bien, si vous sentez bien la relation avec cette personne, et si ça marche, si ça matche entre vous. Nous validons votre dossier dans l'appli Mon compte formation et vous retournez valider votre dossier. C'est comme si vous ouvriez un devis. Et donc, vous devez retourner dans l'appli. J'accepte de mettre 1020 euros d'informations pour ces bilans. Et si vous n'avez pas suffisamment et que vous êtes demandeur d'emploi, c'est là où vous pouvez, à cette étape-là, où vous pouvez demander l'aide financière ou éventuellement mettre votre carte bancaire pour payer la différence. Donc, vous voyez, le système est plutôt simple, parce que là, je vous l'ai décrit vraiment dans le détail, et vous pouvez fonctionner de cette manière-là, complètement en autonomie. C'est-à-dire que dans la mesure où vous financez vous-même votre bilan, vous n'avez pas besoin d'avoir l'autorisation de votre employeur ou l'autorisation de Pôle emploi ou je ne sais pas quoi. Dès lors que vous pouvez le financer complètement vous-même, vous n'avez de compte à rendre à personne. Si vous êtes salarié et que vous financez complètement vous-même votre bilan et que vous effectuez votre bilan en dehors de votre temps de travail, par exemple en posant des congés ou des RTT pour les rendez-vous que vous avez avec le consultant, vous n'avez pas l'obligation d'en parler à votre employeur. Ça peut se faire de manière complètement autonome. Donc ça peut être intéressant, ça, si vous êtes dans une phase où vous vous dites j'ai envie de quitter la boîte, mais je ne suis pas sûr, etc., j'ai peur d'alarmer l'employeur si je lui en parle tout de suite, ça peut permettre d'attendre un peu plus tard, d'être plus sûr de vous, une fois le bilan suffisamment avancé pour lui en parler. Après, vous pouvez aussi en parler avec l'employeur. Vous pouvez envisager de faire ce bilan sur votre temps de travail, mais dans ce cas, ça sera avec l'accord de l'employeur. Donc là, vous avez à formaliser une demande au moins 60 jours avant le début. Et dans ce cas, le temps de bilan, si votre employeur vous donne son autorisation, ce temps de bilan est considéré comme du temps de travail, donc vous êtes rémunéré, hein, vous continuez de percevoir votre salaire pendant ces heures de bilan. Donc ça, c'était le CPF, qui est quand même le moyen principal pour vous de financer cette affaire-là. Après, il y a éventuellement d'autres possibilités.
Notamment quand on est salarié du secteur privé, ça peut être l'entreprise qui peut financer le bilan de compétences sur son plan de développement des compétences, hein, ce qu'on appelait les plans de formation. Dans ce cas, c'est le plus souvent à l'initiative de l'employeur. Le plan de développement des compétences, c'est l'employeur qui le met en place. Mais il est clair que ce bilan ne peut pas vous être imposé. Ça ne peut pas se faire sans votre accord. Et dans ce cas, ça peut se faire aussi dans le cadre de ce qu'on appelle un congé de reclassement. Enfin, ça peut se faire aussi, pardon, excusez-moi, dans le cadre de ce qu'on appelle un congé de reclassement pour des personnes qui vont faire, qui sont sur des emplois menacés, qui vont faire l'objet d'un licenciement économique, pour qui on met en place des aides à la reconversion sous forme de congé de reclassement. Le bilan de compétences peut être proposé et financé dans ce cadre-là. Ça peut être aussi, par exemple, un organisme comme l'AGFIP, quand on a un handicap professionnel et qu'on envisage ce bilan pour réorienter sa vie professionnelle en fonction de son handicap. Donc l'AGFIP peut apporter des financements. Et puis bien sûr, un salarié peut aussi s'auto-financer son bilan en l'achetant lui-même. Il reste un dispositif, alors qu'il ne finance pas le bilan lui-même, mais qui finance la rémunération pendant le temps du bilan, qui est le congé bilan. Donc à demander 60 jours avant le début du bilan. Donc c'est ce qu'on évoquait par rapport au CPF, hein, c'est le même délai. Et les conditions pour y avoir droit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on remplit ces conditions, l'employeur n'est pas en droit de refuser votre congé bilan. Il peut demander à surseoir parce qu'il a besoin d'un peu de temps pour s'organiser par rapport à votre absence au travail pendant ce temps-là. Donc, il peut demander à surseoir pendant quelques mois, mais finalement, il sera contraint d'accepter le congé. Donc, les conditions pour les salariés en contrat à durée indéterminée, c'est d'avoir travaillé 5 ans, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Pour les gens en CDD, c'est avoir travaillé 24 mois au cours des 5 dernières années ou 4 mois au cours des 12 derniers mois. J'ai mis 12 dernières années, j'ai fait un lapsus. Et pour les gens en intérim, donc il y a aussi des durées en heures ou en années de travail intérimaire. Pour les salariés de la fonction publique, les fonctionnements sont un peu particuliers parce que le droit du travail est un peu différent au sein de la fonction publique. Donc, bien sûr, le CPF existe aussi pour eux, mais il fonctionne différemment. Et notamment, il ne peut être engagé qu'avec l'accord du hiérarchique. Ça peut être financé aussi par les crédits formation de la fonction publique, donc l'équivalent du plan de développement des compétences, par le FIPHFP, l'équivalent pour la fonction publique de la GFIP, donc en cas de handicap, et l'autofinancement du fonctionnaire. Donc c'est des processus qui sont différents, mais les principes restent sensiblement les mêmes. Ce qui reste différent de manière systématique, c'est qu'on ne peut pas, quand on est fonctionnaire, obtenir un financement même CPF sans l'accord de son hiérarchique. Et puis, il y a un congé bilan aussi qui permet de maintenir sa rémunération pendant les heures de bilan, avec comme condition minimale d'avoir 10 ans de service dans la fonction publique. Et puis, quand on est demandeur d'emploi, en l'absence de droit au CPF, on peut demander un financement à Pôle emploi, à la mission locale, à Cap emploi, à l'APEC, à la GFIP, etc., selon les situations de la personne.
en sachant que dès lors que l'on a des droits au CPF, il y a très peu de chances que Pôle emploi, par exemple, accepte de financer cette action-là si la personne ne veut pas mettre ses droits au CPF en jeu. Voilà, donc on arrive au bout de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Du coup, c'est à nouveau le moment. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça, les choses vous paraissent claires? Ton micro est coupé, Tiffany. Voilà. Juste préciser que si toutefois vous êtes intéressé par la prestation, voilà, n'hésitez pas donc à suivre la procédure qu'Alain vous a démontrée et puis vous pouvez avoir un rendez-vous déjà préalable assez rapidement pour essayer d'envisager les choses. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Vous avez toujours à l'écran, je vous ai mis une adresse mail, cpf.bfc, hein, donc CPF comme le compte personnel de formation, .bfc comme Bourgogne-Franche-Comté, @afpa.fr, qui est donc une adresse mail que vous pouvez utiliser pour nous contacter. Par exemple, si vous avez des difficultés avec la demande sur l'appli Mon compte formation. Alors, j'ai la personne qui est présente qui nous dit, j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. En effet, on ne vous entend pas. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question ou une remarque à faire, peut-être à le mettre dans le fil. Mais en effet, on ne vous a pas du tout entendu. OK. Eh ben, on vous remercie. Elle nous dit qu'elle Merci à vous. voilà, qu'elle n'avait pas de questions, mais qu'elle voulait simplement nous remercier. Donc, c'est nous qui vous remercions de votre attention et de votre participation à ce webinaire. Merci à vous, oui. Et donc, j'ai oublié de vous prévenir, mea culpa, au début du webinaire, il était enregistré. J'ai même démarré du coup l'enregistrement un peu en retard parce que je l'avais oublié. Donc, vous le retrouverez, si vous le souhaitez, en replay sur le site internet du mois de la transition pro. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, il nous reste, Tiffany et moi, à vous remercier de votre participation et à vous dire au revoir. Merci à vous. Au revoir et peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir.